Tu veux que j'y aille doucement ?» Ces 4 mots chuchotés par un millionnaire de 43 ans ont changé à jamais la vie d'une jeune pure et innocente de 22 ans. Lors de sa première fois, elle a découvert que l'amour véritable ne connaît ni âge ni différence sociale. D'où nous regardes-tu? Laisse-le en commentaire, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like pour plus d'histoires qui vont te bouleverser. Les moments qui changent notre vie arrivent souvent quand nous regardons ailleurs, comme un éclair de lumière dans un ciel que l'on croyait sans nuages. Lorsque Solène franchit les portes en marbre italien de cet hôtel 5 étoiles à Paris, elle n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait complètement cette nuit-là. La robe bleue empruntée à sa meilleure amie frôlait timidement ses genoux, tandis que ses doigts nerveux ajustaient la fine bretelle pour la 10e fois. À seulement 22 ans, elle venait de terminer ses études en littérature et était là uniquement parce qu'elle avait besoin d'un revenu supplémentaire comme serveuse lors d'événements d'entreprise. Le lustre monumental projetait des éclats de lumière dorée qui dansaient sur les visages des invités, tous vêtus d'étoffes précieuses et arborant des sourires calibrés pour l'occasion. Solène observait ce ballet social avec un mélange de fascination et de malaise. Ces gens habitaient un monde qui lui semblait aussi inaccessible que les étoiles qu'elle apercevait à travers les immenses fenêtres du salon. « N'oubliez pas, souriez toujours, même quand ils vous ignorent », lui avait conseillé le maître d'hôtel en lui remettant son plateau de champagne. Solène hocha la tête et se glissa entre les groupes avec cette grâce naturelle qui attirait les regards sans qu'elle s'en aperçoive. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Timothée Valcourt était appuyé contre la balustrade de la terrasse, observant les lumières des Champs-Élysées s'étendre comme un manteau d'étoiles tombées. Son costume gris anthracite moulait parfaitement ses larges épaules, et les fils argentés à ses tempes reflétaient la lumière dorée des lustres en cristal. À 43 ans, il possédait l'une des plus grandes entreprises technologiques de France. Mais à ce moment-là, il semblait simplement un homme fatigué, portant le poids de décisions que personne d'autre ne pourrait comprendre. Un mouvement trop brusque, un talon qui accroche le tapis d'Aubusson, et le désastre fut inévitable. Le plateau vacilla entre les mains de Solène, envoyant une cascade de bulles glacées sur la veste impeccable de l'homme à la silhouette imposante. Le temps sembla se figer dans l'atmosphère surchargée de parfums coûteux. « Je suis terriblement désolée », murmura Solène mortifiée, les joues en feu. Elle chercha maladroitement un mouchoir dans sa poche, ne trouvant que le petit carnet où elle notait des bribes de poèmes quand l'inspiration la frappait. Au lieu de la colère qu'elle attendait, Timothée sourit, un sourire authentique qui transformait son visage austère, creusant 2 fossettes que peu avaient le privilège de voir. « Il semblerait que vous veniez de sauver cette soirée de l'ennui mortel qui la guettait, » répondit-il, sa voix grave portant l'écho d'un amusement sincère. Quand leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois, quelque chose d'inattendu se produisit. Une étincelle de reconnaissance, comme si 2 âmes perdues avaient enfin trouvé leur reflet dans ce monde de surface polie et de relations calculées. Le carnet tomba s'ouvrant sur une page marquée d'un passage souligné de Paul Verlaine. Timothée le ramassa, ses doigts effleurant légèrement les mots écrits à l'encre bleue. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Vous avez des goûts littéraires remarquables pour quelqu'un qui sert du champagne. Solène reprit son carnet, surprise que quelqu'un dans cet environnement d'entreprise reconnaisse le poète symboliste. « La littérature paye moins bien que le champagne, malheureusement, » répondit-elle avec un sourire qui illumina ses yeux d'un éclat que Timothée trouva immédiatement captivant. Dehors, Paris continuait sa symphonie nocturne de klaxons lointains et de rires qui s'élevaient des terrasses. Mais dans ce petit espace qu'ils venèrent de créer, le monde extérieur semblait soudain lointain et flou, comme observé à travers un verre dépoli. « Et si vous m'accordiez quelques minutes, loin de tout ce bruit ?» proposa-t-il en désignant un coin plus tranquille de la terrasse. « J'aimerais entendre pourquoi Verlaine plutôt que Baudelaire ou Rimbaud. » Elle hésita, consciente que quitter son poste pourrait lui coûter ce travail dont elle avait désespérément besoin. Puis elle pensa à la petite chambre sous les toits qu'elle partageait avec 2 autres étudiantes, aux lettres de refus des maisons d'édition empilées sur sa table de chevet, et à cette sensation persistante que la vie réelle se déroulait ailleurs, loin de ses rêves encore intacts. « Quelques minutes seulement », concéda-t-elle, posant son plateau sur une table. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces quelques minutes allaient s'étirer jusqu'à l'aube, puis se transformer en jours, en semaines, en années, redessinant le contour de 2 existences qui n'auraient jamais dû se croiser.
La conversation commença innocemment. Il lui demanda à propos du livre qu'elle portait dans son sac, un exemplaire usé de poésie de Verlaine. Elle, surprise qu'un homme de son statut s'intéresse à la poésie symboliste, commença à parler avec des yeux brillants. La timidité initiale laissa place à une connexion authentique, quand ils découvrirent qu'ils avaient tous deux grandi sans leur mère et trouvé du réconfort dans les mots écrits. « La mienne est partie quand j'avais 8 ans, confia Solène, ses doigts jouant distraitement avec la tranche dorée de son carnet. Les livres sont devenus mes compagnons les plus fidèles. Timothée hocha la tête, son regard perdu dans les lumières de la ville. J'avais 12 ans quand la mienne est décédée. Cancer. Mon père s'est noyé dans le travail et moi dans les bibliothèques. Le vent léger de cette soirée de juin soulevait doucement quelques mèches rebelles sur le front de Solène. Timothée résista à l'envie étrange de les replacer derrière son oreille. Ce geste lui semblait à la fois terriblement intime et parfaitement naturel. « Et maintenant, vous dirigez un empire technologique, » remarqua-t-elle, avec une curiosité dépourvue de l'admiration servile qu'il rencontrait habituellement. Un sourire désabusé traversa son visage. « Un empire construit sur les ruines d'une autre vie. J'ai tout perdu à 30 ans. Première entreprise, mariage, illusion. Ce que vous voyez est construit sur les cendres. » Solène le regarda différemment, voyant au-delà du costume impeccable et de l'assurance apparente. « Les phénix renaissent toujours plus forts, » murmura-t-elle. « Et vous, quels sont vos rêves, Solène ?» demanda-t-il, prononçant son prénom pour la première fois, savourant la façon dont il roulait sur sa langue. Elle hésita, puis décida de lui offrir cette vérité qu'elle gardait habituellement pour elle. « Ouvrir une librairie dans ma ville natale en Bretagne, où l'odeur des embruns marins se mêle aux pages anciennes lors des matins de printemps. Un endroit où les histoires trouvent ceux qui en ont besoin. » Pendant qu'elle parlait, ses yeux s'animaient d'une passion qui frappa Timothée comme une révélation. Il réalisa qu'il n'avait pas vu un tel enthousiasme authentique depuis des années, entouré qu'il était de personnes calculant chaque mot, chaque geste. La soirée continua longtemps après que les autres serveurs eurent quitté l'hôtel. Timothée avait arrangé d'un simple appel que Solène soit libérée de ses obligations, promettant une généreuse compensation au traiteur. Ils parlèrent jusqu'à ce que l'aube teinte le ciel parisien de nuances de rose et d'orange, assis sur un banc face à la Seine. « Je devrais rentrer, » dit finalement Solène, consciente du décalage entre leurs mondes. « Mes colocataires vont s'inquiéter. » Timothée acquiesça, soudain incertain. Les règles des rencontres ordinaires ne semblaient pas s'appliquer ici. « Puis-je vous revoir ?» demanda-t-il simplement, comme un homme bien plus jeune et bien moins assuré l'aurait fait. Solène sortit son carnet, en arracha un coin et y inscrivit son numéro. « Pour parler de Verlaine », dit-elle avec un sourire qui suggérait bien plus. Il prit le papier comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Ou de Rimbaud, ou de cette librairie en Bretagne. Lorsqu'il la raccompagna jusqu'à la bouche de métro, leurs mains se frôlèrent, envoyant un courant électrique le long de leurs bras. Ils restèrent un moment suspendus dans cette tension délicieuse, aucun des deux ne voulant rompre le charme. « Au revoir, monsieur Valcourt », dit-elle finalement. « Timothée », corrigea-t-il doucement. « Juste Timothée. » Elle hocha la tête et disparut dans les entrailles de la ville qui s'éveillait, emportant avec elle un morceau de lui qu'il ne savait pas avoir donné. 3 jours passèrent sans que Timothée n'appelle. Solène oscillait entre la certitude qu'il avait oublié leur rencontre et l'espoir irrationnel qu'il pensait encore à elle. Le 4e jour, alors qu'elle sortait de la bibliothèque où elle avait passé l'après-midi à envoyer des candidatures pour des postes d'assistante éditoriale, son téléphone vibra. « J'ai essayé d'attendre une semaine entière pour ne pas paraître trop empressé, » admit Timothée sans préambule. « J'ai échoué lamentablement. » Solène sentit un sourire s'épanouir sur son visage. « C'est une bonne chose que vous ayez appelé aujourd'hui. Demain, j'aurais peut-être commencé à douter que notre conversation ait réellement eu lieu. Permettez-moi de vous prouver qu'elle était bien réelle. Dîner avec moi ce soir ?» Elle hésita, pensant à la pile de CV qu'elle devait encore envoyer et à sa garde-robe limitée. « Je ne suis pas sûr d'avoir des vêtements appropriés pour les endroits que vous fréquentez. Alors allons quelque part où les vêtements n'importent pas, » répondit-il sans hésitation. « Connaissez-vous le comptoir du Relais dans le 6e ? C'est petit, bruyant et absolument délicieux. » 2 heures plus tard, Solène poussait la porte du bistrot animé, vêtue d'une simple robe d'été et de sandales usées qu'elle avait achetées sur un marché à Quimper l'été précédent. Timothée l'attendait, ayant troqué son costume contre un jean et une chemise bleue qui adoucissait ses traits.
Il semblait plus jeune ainsi, plus accessible. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement, comme s'il avait douté jusqu'au dernier moment. « Je suis venu », confirma-t-elle, acceptant la chaise qu'il lui tirait. Le repas fut un tourbillon de saveurs. Terrine de campagne, poulet rôti aux herbes, tarte au citron meringué, accompagnée d'un vin que le sommelier apporta avec un clin d'œil complice à Timothée. La conversation coulait entre eux avec une aisance surprenante, malgré les 20 ans qui les séparaient. « Qu'est-ce qui vous a poussé vers la littérature ?» demanda Timothée entre deux bouchées. Solène reposa son verre, cherchant ses mots. « Les livres m'ont appris que les vies ordinaires peuvent contenir une beauté extraordinaire. Après le départ de ma mère, j'ai compris que les histoires sont notre façon de donner un sens au chaos. » Timothée l'observait attentivement, captivé par cette sagesse qui semblait si incongrue chez une femme si jeune. « Et votre père ?»« Un homme bon qui s'est retrouvé seul avec 3 filles à élever. Il tient une petite boulangerie à Saint-Malo. Ses mains sentent toujours la farine et la cannelle. Son visage s'adoucit à ce souvenir. Il m'a appris que la vie ne nous doit rien, mais que c'est à nous de créer quelque chose de beau avec ce qu'elle nous donne. J'aimerais le rencontrer un jour, dit Timothée, avant de réaliser l'implication de ses paroles. Un silence s'installa, lourd de possibilités inexplorées. Solène rougit légèrement mais ne détourna pas le regard. Ce serait envisageable. À la fin du repas, ils marchèrent le long de la Seine, leurs silhouettes se découpant sur le ciel étoilé. Près du pont des Arts, Timothée s'arrêta. « J'aimerais être honnête avec vous, Solène. Je n'ai pas l'habitude de ceci, cette spontanéité, cette connexion. Ma vie est structurée, prévisible, souvent solitaire malgré les gens qui m'entourent. » Elle le regarda attendant qu'il continue, sentant l'importance de ce qu'il essayait d'exprimer. « Je ne suis pas naïf quant aux perceptions que les autres pourraient avoir. Un homme de mon âge, de ma position, s'intéressant à une jeune femme brillante, mais... » Il chercha le mot juste. « Ordinaire ?» suggéra-t-elle avec un sourire teinté d'autodérision. « Non, jamais ordinaire », corrigea-t-il fermement. « Extraordinaire dans votre authenticité. C'est justement cela qui m'attire vers vous. » L'honnêteté de ses paroles la désarma. « Et qu'attendez-vous exactement de cette attraction ?» La permission d'apprendre à vous connaître, sans attente, sans pression. Juste voir où cela nous mène. Une péniche illuminée passa sous le pont, la musique et les rires s'élevant vers eux comme une invitation à l'insouciance. « D'accord, » dit-elle finalement. « Voyons où cela nous mène, mais j'ai 2 conditions. » Il haussa un sourcil intrigué. « Je vous écoute. Premièrement, vous devez comprendre que je ne cherche pas un bienfaiteur ou un mentor. Je veux construire ma vie par mes propres moyens. » Il hocha la tête, respectant cette fierté qui lui rappelait la sienne à son âge. Deuxièmement, elle hésita, puis sourit. « Vous devez m'emmener aux puces de Saint-Ouen dimanche. » « J'ai toujours voulu y aller, mais jamais osé y aller seul. » Un rire spontané s'échappa de sa gorge. « Marché conclu. » Ce qu'aucun d'eux ne savait alors, c'est que ce simple accord allait déclencher une série d'événements qui testeraient les limites même de ce qu'ils croyaient possible. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions que Solène n'avait jamais expérimenté. Timothée l'emmenait dîner dans des restaurants où les serveurs connaissaient son nom, mais aussi aux puces de Saint-Ouen le dimanche, où il achetait des pivoines fraîches et la regardait rire en marchandant avec les vendeurs comme une vraie Parisienne. Ce dimanche-là était particulièrement lumineux. Solène portait une robe vintage qu'elle avait dénichée la semaine précédente et un chapeau de paille qui protégeait son teint clair du soleil impitoyable de juillet. Timothée l'observait négocier pour un vieux gramophone avec un enthousiasme qui le faisait sourire. « Vous réalisez que j'aurais pu l'acheter au prix demandé initialement ?» dit-il quand elle revint vers lui, triomphante, le vendeur emballant soigneusement leur acquisition. « Ce n'est pas une question d'argent, » répondit-elle, ses yeux pétillants. « C'est le plaisir de la danse, du rituel. Vous êtes tellement habitué à ce que tout soit facile, immédiat. » Il considéra ses paroles. « Vous avez raison. La facilité émousse le plaisir. » En quittant le marché, ils croisèrent un couple élégant d'âge mûr. La femme, grande et sophistiquée, portait un tailleur Chanel impeccable malgré la chaleur. L'homme, à la barbe soigneusement taillée, avait ce regard perçant des personnes habituées à évaluer rapidement les situations. « Timothée, quelle surprise !» s'exclama la femme, son regard glissant sur Solène avec une curiosité non dissimulée. Timothée se raidit imperceptiblement.
Hortense, Charles. Je vous présente Solène Larieux. Solène, ma sœur Hortense et son mari, Charles Dufresne. Les présentations furent polies, mais froides. Solène sentit immédiatement le jugement dans les yeux d'Hortense, qui semblait la scanner des pieds à la tête. « Enchanté », dit Hortense avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mon frère nous a tenus dans l'ignorance de votre amitié. »« Elle est récente », répondit simplement Timothée, sa main se posant légèrement dans le bas du dos de Solène, un geste protecteur qui ne passa pas inaperçu. « Tu devrais venir dîner à la maison un de ces soirs, » suggéra Hortense, regardant ostensiblement son frère et non Solène. « Nous avons des sujets importants à discuter concernant l'entreprise. »« Bien sûr », acquiesça Timothée, son ton professionnel remplaçant la chaleur qui l'avait animé toute la matinée. « Je t'appellerai. » Le chemin du retour se fit dans un silence inhabituel. Solène sentait que quelque chose avait changé, comme si la réalité venait de faire irruption dans la bulle enchantée qu'ils avaient créée. « Votre sœur semble protectrice, » dit-elle finalement, testant les os. Timothée soupira. Hortense dirige le département juridique de l'entreprise. Elle a toujours eu un sens aigu des convenances et de ce qui est approprié. Et je ne suis pas approprié. Ce n'était pas une question. Il arrêta la voiture sur le bas-côté et se tourna vers elle. « Écoutez-moi bien, Solène. Les opinions des autres, même celles de ma sœur, n'ont aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons ensemble. » Elle voulait le croire, vraiment. Mais les yeux froids d'Hortense avaient replanté une graine de doute dans son esprit. « Et que construisons-nous exactement, Timothée ?» La question flotta entre eux, chargée d'implications. « Quelque chose que je n'avais pas prévu, » admit-il finalement. « Quelque chose qui me fait sentir plus vivant que je ne l'ai été depuis des années. » Cette nuit-là, pour la première fois, il l'invita dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. L'appartement avait des fenêtres du sol au plafond qui révélaient toute la ville à ses pieds, mais elle pouvait à peine détourner les yeux de lui. Il y avait une vulnérabilité dans ce moment qui transcendait toute différence d'âge ou de classe sociale. Quand il chuchota ces mots, « Veux-tu que j'aille doucement ?» avec une tendresse qui faisait briller ses yeux gris comme de l'argent liquide, elle sut qu'elle se rendait non seulement à son toucher, mais à quelque chose de bien plus grand. C'était la première fois qu'elle se permettait d'être complètement elle-même, sans masque ni prétention. Sous le regard de Timothée, elle se sentait belle, désirée pour ce qu'elle était vraiment, non pour ce qu'elle pourrait devenir ou représenter. Mais pendant qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, les premiers doutes s'insinuaient dans son esprit comme une ombre fugitive. Le monde extérieur, avec ses jugements et ses conventions, attendait patiemment derrière la porte. Un mois après leur première rencontre, Solène reçut enfin une proposition pour un stage dans une petite maison d'édition spécialisée dans la littérature jeunesse. Le salaire était minimal, mais c'était une porte d'entrée dans le monde qu'elle avait toujours voulu intégrer. Elle appela immédiatement Timothée pour partager sa joie. « C'est merveilleux !» s'exclama-t-il, sincèrement heureux pour elle. « Nous devrions célébrer. »« Oui, mais... » Elle hésita. « La maison d'édition est à Lyon. Je devrais déménager. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Lyon !» répéta-t-il finalement. « C'est... loin. 463 kilomètres exactement, » précisa-t-elle, ayant déjà vérifié ce détail. « Quand devrais-tu commencer ?»« Dans 2 semaines. » Cette nuit-là, ils dînèrent sur la terrasse de son appartement. La ville s'étendait sous leurs pieds, un tapis de lumière scintillante qui semblait refléter les étoiles au-dessus. Timothée avait ouvert une bouteille de champagne, mais l'ambiance était teintée de mélancolie. « À ton succès !» porta-t-il un toast, ses yeux ne quittant jamais les siens. « À mon succès !» répéta-t-elle, sa voix moins assurée qu'elle ne l'aurait souhaité. Après le dîner, il la conduisit dans son bureau, une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les murs étaient couverts de bibliothèques en bois sombre, et une grande table en acajou occupait le centre. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, sortant une enveloppe de son bureau. Un petit cadeau pour marquer cette étape. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution, s'attendant à une carte ou peut-être à un chèque modeste pour l'aider dans son déménagement. À la place, elle trouva un contrat de bail pour un appartement à Lyon, dans le quartier historique de la Croix-Rousse, déjà signé et payé pour 1 an. « Timothée, je ne peux pas accepter ça, » dit-elle immédiatement, refermant l'enveloppe. « C'est beaucoup trop. »« Ce n'est rien, insista-t-il. Juste un moyen de te faciliter cette transition.
Tu pourras te concentrer sur ton stage sans t'inquiéter du loyer. Justement, c'est trop facile. Elle posa l'enveloppe sur le bureau. Je dois faire ce chemin par moi-même. Si j'accepte cela, quelle sera la prochaine étape? Tu payeras mes factures, mes vêtements, ma vie entière? Il sembla surpris par sa réaction. Je voulais simplement t'aider. Je sais. Elle adoucit sa voix. Et c'est généreux de ta part. Mais je ne peux pas construire ma vie sur des fondations que quelqu'un d'autre a posées pour moi. Il la regarda longtemps, comme s'il essayait de résoudre une équation complexe. Que proposes-tu alors? Solène prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé. Je vais aller à Lyon. Je trouverai un petit appartement que je pourrai payer avec mon salaire de stagiaire. Ce sera minuscule et probablement dans un quartier moins glamour que la Croix-Rousse. Mais ce sera le mien. Timothée hocha lentement la tête, commençant à comprendre. Et nous... Elle hésita. Nous verrons si ce que nous avons est assez fort pour survivre à la distance au temps. Si tu es prêt à faire le voyage pour me voir dans mon petit appartement moins élégant, si je suis prête à revenir à Paris quand mon emploi du temps le permettra. Tu mets notre relation à l'épreuve, constata-t-il sans accusation. Je mets à l'épreuve ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, corrigea-t-elle doucement. Ce mois avec toi a été comme un rêve, Timothée. Mais les rêves s'évanouissent au matin. Je veux savoir si ce que nous construisons peut exister dans la lumière du jour, dans la réalité de nos vies séparées. Il s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains. Tu es extraordinaire, Solène Larieux, et terriblement sage pour quelqu'un de si jeune. Est-ce que cela veut dire que tu comprends? Cela veut dire que j'accepte tes conditions. Il embrassa son front. Mais permets-moi une contre-proposition. Elle leva un sourcil interrogateur. Je possède un petit pied-à-terre à Lyon que j'utilise rarement. Rien d'extravagant, juste un 2 pièces près de la place Bellecour. Il est vide la plupart du temps. Tu pourrais y séjourner, non pas comme un cadeau, mais comme une solution pratique. Tu paierais un loyer, modeste mais réel. Solène considéra l'offre, tentée mais toujours méfiante. Et avant que tu ne refuses, ajouta-t-il rapidement, pense à ceci. Ce serait un arrangement temporaire, le temps que tu trouves tes marques dans la ville. Ensuite, tu pourras décider si tu veux rester ou chercher ton propre endroit. Après un long moment de réflexion, elle acquiesça. D'accord, mais je paierai un loyer correspondant à mes moyens, et je le ferai rénover à mon goût. Marché conclu, dit-il avec un sourire soulagé. Ce qu'aucun d'eux ne savait alors, c'est que cette décision apparemment simple allait déclencher une série d'événements qui changeraient irrémédiablement le cours de leur vie. Lyon accueillit Solène avec une chaleur qui contrastait avec la froideur de ses adieux à Paris. Le petit appartement près de la place Bellecour était effectivement modeste mais charmant, avec ses hauts plafonds et ses fenêtres donnant sur les toits ocre de la vieille ville. Elle l'avait transformé avec peu de moyens. Des coussins colorés achetés sur le marché, des étagères faites de planches et de briques, et partout, des livres. Le stage à la maison d'édition s'avéra être tout ce qu'elle avait espéré, et plus encore. Son supérieur, Antoine Leclerc, un homme de 60 ans au visage buriné par des décennies de lecture, reconnut immédiatement son talent et sa passion. « Tu as l'œil, petite », lui dit-il après qu'elle eut déniché un manuscrit prometteur dans la pile des refus. « L'instinct pour les histoires qui résonnent. » Ces mots la portèrent pendant les longues soirées où elle rentrait épuisée, mais satisfaite, la tête bourdonnant d'idées et de possibilités. Timothée tenait sa promesse de venir la voir. Tous les vendredis soirs, sa voiture sombre se garait devant l'immeuble, et ils passaient le week-end ensemble, explorant les traboules secrètes de Lyon, dînant dans des bouchons traditionnels ou simplement restant blottis dans le petit appartement, parlant jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Mais au fil des semaines, quelque chose commença à changer. Les appels de Timothée se firent plus courts, plus espacés. 2 fois, il annula sa visite à la dernière minute, évoquant des urgences professionnelles. Solène essayait de comprendre de ne pas laisser l'inquiétude s'infiltrer dans son cœur, mais un doute persistant grandissait. Un jeudi soir, alors qu'elle rentrait plus tôt que prévu, son téléphone sonna. « Solène ?» La voix de Timothée semblait tendue. « Je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir ce week-end. Une situation critique avec un investisseur américain. » Qu'elle ferma les yeux, luttant contre la déception qui menaçait de la submerger. « Je comprends. C'est la 3e fois ce mois-ci. » « Je sais. » Il soupira. « C'est une période difficile. L'entreprise traverse des turbulences et Hortense insiste pour que je sois présent à chaque réunion. » « Hortense !»
Le nom sonnait comme une accusation dans sa bouche. Elle ne m'a jamais apprécié, n'est-ce pas? Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Timothée? Elle s'inquiète, admit-il finalement. Elle pense que tu es trop jeune, trop inexpérimenté. Elle craint que tu ne voies en moi qu'une sécurité financière. Le coup fut plus douloureux qu'elle ne l'aurait imaginé. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Sa voix s'adoucit. Mais je ne peux pas ignorer l'inquiétude de ma sœur. Elle fait partie du conseil d'administration. Elle a une influence considérable. Alors c'est ça? Solène sentit la colère monter en elle. Notre relation est soumise à l'approbation de ta sœur, de ton conseil d'administration. Ce n'est pas si simple. Au contraire, c'est très simple. Sa voix tremblait. Soit tu crois en nous, soit tu ne crois pas. Solène, s'il te plaît. Non, Timothée. Je ne serai pas mise en attente pendant que tu décides si je vaux la peine d'affronter la désapprobation de ta précieuse sœur. Je mérite mieux que ça. Elle raccrocha, les mains tremblantes. Dehors, la pluie commençait à tomber, transformant les lumières de la ville en taches floues qui dansaient derrière ses larmes. Le lendemain, elle s'immergea dans son travail, avec une intensité qui surprit même Antoine. Elle resta tard au bureau, révisant des manuscrits, rédigeant des rapports de lecture, n'importe quoi pour éviter de rentrer dans l'appartement vide qui lui rappelait trop Timothée. Vers 22 heures, alors que les bureaux étaient déserts depuis longtemps, Antoine passa la tête par la porte. « Tu comptes camper ici ?» demanda-t-il avec un sourire indulgent. Elle leva les yeux de son écran. « Je termine juste ce rapport. Les mots seront encore là demain. » Il s'approcha et jeta un œil à son travail. « Tu fuis quelque chose ou quelqu'un ?» Solène fut surprise par sa perspicacité. « Est-ce si évident ? J'ai 60 ans et 3 divorces à mon actif. Je reconnais le regard d'une personne qui essaie de noyer son chagrin dans le travail. » Elle sourit malgré elle. « C'est compliqué. Ça l'est toujours. » Il s'assit sur le bord de son bureau. « Tu sais, Solène, dans l'édition, nous apprenons à reconnaître les histoires qui ont du potentiel, celles qui, malgré les défauts, méritent d'être développées. » Elle comprit la métaphore. « Et si l'autre partie n'est pas prête à faire ce travail, alors tu écris ta propre histoire. » Il tapota gentiment sa main. « Maintenant, rentre chez toi. Demain est un autre chapitre. » Sur le chemin du retour, marchant sous la pluie avec pour seule protection un magazine tenu au-dessus de sa tête, Solène réfléchit aux paroles d'Antoine. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-il temps qu'elle prenne le contrôle de sa propre narration. En arrivant à l'appartement, elle fut surprise de voir de la lumière filtrer sous la porte. Son cœur fit un bond. Timothée était-il venu malgré tout? Elle ouvrit la porte pour trouver non pas Timothée mais Hortense, assise dans son petit salon comme si elle possédait les lieux. « Bonsoir Solène », dit la femme élégante, son regard froid parcourant la pièce. « Il est temps que nous ayons une conversation, vous et moi. » Hortense se tenait au milieu du petit salon comme une statue de marbre, impeccable dans son tailleur gris perle. Ses cheveux coiffés en un chignon sévère accentuaient les angles de son visage, lui donnant l'apparence d'un oiseau de proie patient mais implacable. « Comment êtes-vous entré ?» demanda Solène, refermant la porte derrière elle, ses vêtements encore humides de la pluie. « J'ai mes méthodes, » répondit Hortense avec un sourire glacial. « Cet appartement appartient à la société immobilière de mon frère, après tout. » Solène posa son sac et retira sa veste trempée. « Je suppose que vous n'êtes pas venu pour une visite de courtoisie. » En effet, Hortense sortit une enveloppe de son sac à main et la posa sur la table basse. « Je suis venu vous faire une proposition. » Solène regarda l'enveloppe comme si elle contenait quelque chose de venimeux. « Quel genre de proposition ? » ?»« Le genre qui pourrait changer votre vie. » Hortense désigna l'enveloppe d'un geste élégant. « Ouvrez-la. » Avec réticence, Solène s'empara de l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant qui la fit presque suffoquer. « 500 000 €, annonça Hortense, observant attentivement sa réaction. « Plus qu'il n'en faut pour ouvrir cette librairie dont vous parlez tant à mon frère. Vous pourriez retourner en Bretagne, réaliser votre rêve. Une vie complète, indépendante. » Solène reposa lentement le chèque. « En échange de quoi ? De votre disparition de la vie de Timothée, bien sûr. » Hortense parlait comme si elle discutait de la météo. Proprement, définitivement. Pas de drame, pas de scène, juste un adieu civilisé. La colère monta en Solène comme une vague. « Vous croyez vraiment que je suis avec votre frère pour son argent ? Franchement ? Oui. » Hortense croisa les jambes, parfaitement à l'aise. «
Ou peut-être pas consciemment. Peut-être vous racontez-vous une belle histoire romantique. Mais la réalité, Solène, c'est qu'une jeune femme sans moyens, issue d'un milieu modeste, ne s'intéresse pas spontanément à un homme de 20 ans, son aîné, sans que sa fortune ne soit un facteur. Solène sentit ses joues s'enflammer. Vous ne savez rien de moi ni de ce que je ressens pour Timothée. Je sais que vous êtes ambitieuse. Hortense tapota l'enveloppe du bout des doigts. Et je vous offre un raccourci vers cette ambition. Et si je refuse? Le sourire d'Hortense s'élargit légèrement. Alors j'utiliserai mon influence pour m'assurer que vous ne trouviez jamais de poste stable dans l'édition, en France ou ailleurs. La menace, prononcée si calmement, glaça Solène. Vous iriez jusque-là? Pour protéger mon frère et notre entreprise familiale? Sans hésitation. Hortense se leva, lissant son tailleur. Timothée n'a jamais eu beaucoup de discernement en matière de relations. Sa première femme l'a presque détruit, émotionnellement et financièrement. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Solène resta silencieuse, digérant ces informations. Je vous laisse réfléchir, conclut Hortense en se dirigeant vers la porte. Vous avez 48 heures pour décider. Le chèque est déjà signé. Une fois Hortense partie, Solène s'effondra sur le canapé, fixant le chèque d'un regard vide. Elle aurait dû être furieuse, indignée. Au lieu de cela, elle se sentait étrangement calme, comme si une décision qu'elle repoussait depuis longtemps venait soudain de s'éclaircir. Elle saisit son téléphone et composa le numéro de Timothée. Il répondit à la première sonnerie. « Solène ?» Sa voix trahissait son inquiétude. « Je suis désolé pour hier, Ta sœur vient de me proposer 500 000 € pour sortir de ta vie, » l'interrompit-elle, sa voix remarquablement stable. Un silence stupéfait s'ensuivit. « Elle a fait quoi ? Tu m'as bien entendu. Apparemment, je suis une menace pour toi et pour l'entreprise familiale. Je vais la tuer, » gronda-t-il, une fureur contenue dans chaque syllabe. « Non, tu ne feras pas ça. » Solène prit une profonde inspiration. « Tu vas m'écouter, Timothée, parce que ce que ta sœur a fait, aussi horrible soit-il, a eu le mérite de clarifier certaines choses. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Je t'aime, » dit-elle simplement. Je ne l'avais pas encore dit, peut-être parce que j'avais peur, ou parce que tout semblait aller trop vite. Mais c'est la vérité. Et parce que je t'aime, je ne peux pas continuer comme ça. Solène, laisse-moi finir. Sa voix tremblait légèrement maintenant. Je ne veux pas d'une relation où je dois constamment prouver mes intentions, où je suis toujours suspecte. Je mérite mieux que ça. Et toi aussi, tu mérites quelqu'un qui te soutient vraiment, pas qui essaie de contrôler ta vie. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Sa voix était à peine audible. Je dis que nous sommes à un carrefour, Timothée. Soit tu prends position contre ta sœur, contre les préjugés, contre tout ce qui nous sépare. Soit nous reconnaissons que ce que nous avons, aussi beau soit-il, n'est pas assez fort pour survivre dans le monde réel. Le silence qui suivit sembla s'étirer indéfiniment. Solène pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. « J'arrive, » dit-il finalement. « Ne bouge pas, je serai là dans 3 heures. » Après avoir raccroché, Solène resta immobile un long moment. Puis, avec une détermination tranquille, elle sortit une valise de sous son lit et commença à y placer méthodiquement ses affaires. Quelle que soit l'issue de cette conversation, elle savait qu'elle ne pourrait plus rester dans cet appartement. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel d'un noir d'encre où brillaient quelques étoiles téméraires. Une nouvelle page allait s'écrire, et pour la première fois depuis longtemps, Solène n'avait aucune idée de ce qu'elle contiendrait. 3h18 plus tard, Timothée franchissait la porte de l'appartement, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Ses yeux s'arrêtèrent immédiatement sur la valise près de l'entrée. « Tu pars », constata-t-il, la voix rauque. Solène, assise sur le canapé, hocha simplement la tête. « Je ne peux plus rester ici. Cet endroit, c'était une erreur dès le début. » Il s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne la fasse disparaître. « J'ai parlé à Hortense. Et elle est suspendue de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. » Il passa une main fatiguée sur son visage. « Ce qu'elle a fait est impardonnable. » Solène le regarda, cherchant à lire la vérité dans ses yeux. « C'est ta sœur, Timothée. Tu ne peux pas simplement la couper de ta vie. Je ne la coupe pas de ma vie. Je la tiens responsable de ses actions. » Il s'assit à côté d'elle, respectant toutefois la distance qu'elle avait instaurée. « Mais ce n'est pas le vrai problème, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas le vrai problème. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à faire tes valises au milieu de la nuit ?»
Solène prit une profonde inspiration. « J'ai découvert quelque chose aujourd'hui après le départ d'Hortense. » Il fronça les sourcils confus. « Je suis enceinte, Timothée. » Le mot tomba entre eux comme une pierre dans un étang, créant des ondes qui semblaient altérer la réalité même. Le visage de Timothée passa par une gamme d'émotions si rapides qu'elle put à peine les distinguer. Choc, peur, émerveillement, et finalement, une joie prudente. « Enceinte, répéta-t-il, comme pour tester le mot sur sa langue. « Tu en es sûre ?» Elle hocha la tête. « 3 tests différents, tous positifs. Et tu allais partir sans me le dire ?» Il y avait plus de douleur que de reproche dans sa voix. « Non. » Elle soupira. « Je ne sais pas. J'avais besoin de réfléchir, de décider ce que je voulais faire. Ce bébé change tout, Timothée. » Il tendit la main hésitant, puis la posa doucement sur la sienne. « Un bébé, » murmura-t-il, une note d'émerveillement dans sa voix. « Notre bébé. » Le « notre » résonna dans la pièce, chargé d'implications. Solène sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est ce qui me terrifie, » avoua-t-elle. « Ce « notre ». Parce que maintenant, quoi qu'il arrive, nous serons liés pour toujours. Et si notre relation ne survit pas, si la distance, ta famille, nos différences finissent par nous séparer, ce ne sera plus juste toi et moi qui souffrirons. » Timothée se rapprocha, prenant son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Écoute-moi, Solène, je ne peux pas te promettre que tout sera facile. Je ne peux pas te promettre que ma famille t'acceptera du jour au lendemain, ou que nos différences disparaîtront comme par magie. » Une larme solitaire glissa sur la joue de Solène. « Mais je peux te promettre ceci, » poursuivit-il, l'essuyant doucement avec son pouce. « Je t'aime. J'aime déjà cet enfant que nous avons créé ensemble. Et je me battrai pour nous chaque jour si nécessaire. Non pas parce que je dois le faire, mais parce que je choisis de le faire. J'ai si peur, » avoua-t-elle dans un murmure. « Moi aussi, » reconnut-il. « Mais peut-être que c'est normal. Peut-être que les choses qui en valent vraiment la peine nous font toujours un peu peur. » Ils restèrent ainsi un moment, front contre front, respirant le même air, partageant la même peur et le même espoir. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Timothée réfléchit un instant. « D'abord, on défait cette valise. Ensuite, on prend soin de toi et de ce petit être qui grandit en toi. Et puis, on construit quelque chose ensemble. Quelque chose qui nous appartient vraiment, à toi et à moi. Pas à ma fortune, pas à ma famille, pas aux attentes des autres, juste à nous. Et comment fait-on ça ?» Un sourire doux se dessina sur son visage. « Un jour à la fois, Solène. Un jour à la fois. » Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre dans le petit lit, ils parlèrent jusqu'à l'aube, de leurs peurs, de leurs espoirs, de l'enfant à venir et du monde qu'ils voulaient lui construire. Et pour la première fois depuis longtemps, Solène sentit que malgré toutes les incertitudes qui les attendaient, ils avançaient enfin dans la même direction. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le destin avait d'autres épreuves en réserve pour eux, des épreuves qui testeraient les limites mêmes de cet amour qu'ils venaient de déclarer. Les semaines qui suivirent furent un mélange étrange d'euphorie et d'angoisse. Solène commença à avoir des complications dans sa grossesse, des nausées si violentes qu'elle pouvait à peine quitter son lit certains jours, des vertiges qui la prenaient sans prévenir. Le médecin prescrivit un repos absolu, ce qui signifiait qu'elle devait suspendre son stage à la maison d'édition. La nouvelle fut dévastatrice. « Je ne peux pas tout arrêter maintenant », protesta-t-elle, lorsque le docteur Moreau lui annonça le verdict. « J'ai travaillé si dur pour obtenir cette opportunité. »« Je comprends », répondit la femme aux cheveux poivre et sel avec compassion, « mais il s'agit de votre santé et de celle de votre bébé. La grossesse est considérée comme un risque, et nous devons prendre toutes les précautions nécessaires. » Timothée, qui l'accompagnait à chaque rendez-vous médical, serra sa main dans la sienne. « Nous trouverons une solution, » promit-il. Et il tint parole. Le lendemain, il contacta Antoine Leclerc pour expliquer la situation. « Je comprends parfaitement, » assura le vieil éditeur après avoir écouté attentivement. « Dites à Solène de ne pas s'inquiéter pour son poste. Il l'attendra à son retour. » Timothée réorganisa également son propre emploi du temps, déléguant davantage de responsabilités à ses directeurs pour pouvoir passer plus de temps à Lyon. Il transformait le petit appartement en un cocon confortable, apportant des oreillers supplémentaires, des couvertures douces, des livres qu'elle avait mentionné vouloir lire. Il apprit même à cuisiner quelques plats simples, lui qui n'avait jamais eu à préparer un repas de sa vie. « Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Timothée Valcourt »
plaisanta-t-elle un soir en le regardant s'affairer dans la minuscule cuisine, un tablier autour de la taille. Il lui sourit par-dessus son épaule. « Disons que j'explore de nouvelles compétences. » Mais malgré ces moments de légèreté, des ombres persistaient. Les rêves d'ouvrir la librairie durent être reportés, et la dépendance financière qu'elle craignait tant devint une réalité inévitable. Sans salaire, avec des frais médicaux croissants, Solène se trouvait dans la position exactement qu'elle avait toujours voulu éviter, dépendre entièrement de Timothée. Le conflit interne la déchirait. Elle aimait profondément cet homme, mais se demandait si elle perdait son identité dans le processus de devenir partie intégrante de sa vie. Un après-midi, alors que Timothée était retourné brièvement à Paris pour une réunion qu'il ne pouvait pas reporter, elle reçut un appel inattendu. Mademoiselle Larieux, une voix féminine, professionnelle mais chaleureuse. « Je suis Corinne Duval, assistante d'Antoine Leclerc. »« Bonjour, Madame Duval, » répondit Solène, surprise. « Monsieur Leclerc m'a chargé de vous proposer quelque chose. » Une pause. Il se demandait si vous seriez intéressé par un travail que vous pourriez faire de chez vous pendant votre repos forcé. Solène se redressa dans son lit, soudain pleinement attentive. « Quel genre de travail ?»« Lecture et évaluation de manuscrits. Vous feriez exactement ce que vous faisiez au bureau, mais depuis votre domicile. Les rapports pourraient être envoyés par email. Bien sûr, le salaire serait le même. » Une bouffée de gratitude et de soulagement envahit Solène. « Oui, bien sûr, je serai ravi. »« Parfait. J'enverrai un coursier avec les premiers manuscrits demain matin. » Après avoir raccroché, Solène resta assise dans son lit, un sourire aux lèvres. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était un pas vers la préservation de son indépendance, de son identité professionnelle. Quand Timothée revint ce soir-là, elle lui raconta la nouvelle avec enthousiasme. Sa réaction la surprit. « C'est merveilleux, dit-il, mais son sourire semblait forcé. Antoine est un homme bon. Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, percevant immédiatement sa réticence. Il hésita. « Rien. C'est juste que le médecin a prescrit un repos complet. Je m'inquiète que même ce travail intellectuel ne soit trop exigeant. » Solène le dévisagea, incrédule. « Tu préférerais que je reste allongé toute la journée à regarder le plafond ? » « Bien sûr que non. » Il s'assit au bord du lit. « Je veux juste que tu prennes soin de toi, de vous deux. C'est exactement ce que je fais. » Sa voix montait malgré ses efforts pour rester calme. « Maintenir mon esprit actif fait partie de prendre soin de moi. Ce travail me donne un but, une raison de me lever chaque matin. » Il prit sa main cherchant à apaiser la tension. « Je sais combien ton indépendance est importante pour toi, Solène. Je ne cherche pas à te l'enlever. »« Vraiment ?» Elle retira sa main. « Parfois, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe. Pas délibérément, peut-être, mais le résultat est le même. » Un silence lourd s'installa entre eux. « Dis-moi ce que tu ressens vraiment, » dit-il finalement, sa voix douce mais insistante. Solène prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes qui menacèrent de déborder. « Je me sens piégé. Pas par toi, pas exactement, mais par les circonstances, par ce corps qui me trahit, par cette dépendance financière que je n'ai jamais voulu, par cette sensation constante que je perds le contrôle de ma propre vie. » Timothée l'écouta sans l'interrompre, son visage reflétant une douleur sincère. « Et le pire, poursuivit-elle, c'est que je me sens coupable de ressentir tout ça, parce que tu es merveilleux, Timothée. Tu fais tout ce qu'un homme pourrait faire et plus encore. Tu as réorganisé toute ta vie pour moi, pour nous. Et je devrais être reconnaissante. Je le suis, mais parfois je me demande si je suis encore moi-même ou si je deviens simplement la femme enceinte de Timothée Valcourt. » Les larmes coulèrent librement maintenant, traçant des sillons humides sur ses joues. Timothée les essuya doucement avec son pouce, son propre regard brillant d'émotion contenue. « Je t'aime, Solène, » dit-il simplement. « Je t'aime pour qui tu es, pas pour qui je voudrais que tu sois. Et si j'ai contribué à te faire sentir que tu perdais ton identité, alors j'en suis profondément désolé. » Il prit son visage entre ses mains, la forçant gentiment à le regarder dans les yeux. « Mais je veux que tu saches une chose. Je ne cherche pas à te changer. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. La femme dont je suis tombé amoureux est forte, indépendante, passionnée. C'est cette femme que je veux à mes côtés. » Ces mots sincères apaisèrent momentanément les craintes de Solène. Cette nuit-là, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, réconciliés, mais pas complètement guéris. Car au fond d'elle-même, Solène savait que les vraies tempêtes étaient encore à venir. L'arrivée d'Apolline,
6 mois après leur première rencontre, transforma tout à nouveau. La petite fille naquit prématurément, à peine 7 mois après sa conception, nécessitant des soins intensifs qui consumèrent toutes les économies que Solène avait mises de côté pour sa librairie. Les premiers jours furent un brouillard de peur et d'espoir mêlés. La minuscule enfant, à peine plus grande qu'une poupée, luttait pour chaque respiration dans son incubateur, relié à des machines dont les bips constants marquaient la frontière fragile entre la vie et la mort. Timothée et Solène se relayaient à son chevet, refusant de la laisser seule même pour 1 heure. Ils dormaient sur des chaises inconfortables, se nourrissaient de cafés insipides et de sandwichs de la cafétéria, leurs propres besoins réduits à l'essentiel pour pouvoir se concentrer entièrement sur cette petite vie si précaire. « Elle est si petite », murmura Solène un soir, sa main posée sur la paroi transparente qui la séparait de sa fille. « Si fragile. » Timothée, les traits creusés par la fatigue, hocha la tête. « Mais elle est forte comme sa mère. Regarde comme elle s'accroche. » Le médecin leur avait expliqué que les premières 72 heures seraient cruciales. Ils les passèrent dans une attente fébrile, scrutant chaque minuscule signe d'amélioration ou de rechute. Les factures s'accumulaient à une vitesse vertigineuse. Soins spécialisés, médicaments, équipements. Mais Timothée les payait sans sourciller, comme s'il n'était rien de plus qu'un léger inconvénient. Pour Solène, cependant, chaque euro semblait une dette émotionnelle grandissant dans son âme. Sa fille était en vie grâce à cet argent qu'elle ne pourrait jamais rembourser, grâce à ce privilège auquel elle n'aurait jamais eu accès par elle-même. La gratitude et la culpabilité se mêlaient en elle, créant un cocktail émotionnel toxique qu'elle s'efforçait de contenir. Le 7e jour, Apolline montra les premiers signes tangibles d'amélioration. Elle commença à respirer davantage par elle-même. Sa peau prit une teinte plus rosée, et ses minuscules doigts s'agrippèrent aux doigts de Solène lorsque celle-ci put enfin la toucher à travers les ouvertures de l'incubateur. « Elle me reconnaît », s'émerveilla Solène, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Elle sait que je suis sa mère. » Timothée, qui observait la scène depuis le seuil de la chambre, sentit son cœur se gonfler d'un amour si puissant qu'il en était presque douloureux. Ces 2 êtres, si vulnérables et pourtant si forts, étaient désormais le centre de son univers. 3 semaines plus tard, ils purent enfin ramener Apolline à la maison. Solène insista pour retourner à l'appartement de Lyon plutôt qu'à Paris, arguant que le rythme plus lent de la ville serait meilleur pour le rétablissement du bébé. La vérité, qu'elle n'osait pas exprimer, était qu'elle redoutait de se retrouver à Paris, où l'ombre d'Hortense et les exigences de la vie sociale de Timothée planaient comme des menaces sur sa nouvelle maternité. La maternité révéla en elle une force qu'elle ne connaissait pas. Elle se réveillait toutes les 2 heures, allaitait avec des yeux gonflés de fatigue, mais trouvait de la beauté dans ces moments intimes où il n'y avait qu'elle et sa petite contre le monde. Timothée essayait d'aider autant que possible, se levant souvent la nuit pour lui apporter un verre d'eau pendant qu'elle nourrissait le bébé, changeant des couches avec une maladresse touchante qui s'améliorait jour après jour. Mais à mesure qu'Apolline grandissait et se renforçait, une nouvelle tension s'installait entre eux. Timothée parlait de plus en plus de retourner à Paris, de présenter Apolline à sa famille, de reprendre une vie plus normale. « Elle a presque 3 mois maintenant », dit-il un matin alors qu'il déjeunait dans la petite cuisine. « Le médecin dit qu'elle se développe parfaitement. Il est peut-être temps de penser à l'avenir. » Solène, qui berçait doucement Apolline contre sa poitrine, sentit son corps se raidir. Quel avenir exactement? Timothée hésita, percevant immédiatement la résistance dans sa voix. « Je pensais, peut-être que nous pourrions chercher une maison ensemble, à Paris ou ici, selon ce que tu préfères, un endroit qui serait vraiment à nous. »« À nous ?» répéta-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. « Ou à toi ?» Un pli se forma entre ses sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Solène soupira, caressant doucement les boucles naissantes de sa fille. « Je veux dire que je n'ai pas les moyens d'acheter une maison, Timothée, ni à Lyon, ni certainement pas à Paris, et je ne veux pas vivre dans une maison qui m'aurait été offerte. Ce ne serait pas un cadeau, protesta-t-il. Ce serait notre foyer, à tous les 3, payé par toi, choisi par toi, légalement à ton nom. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas ce que j'appelle à nous. » La frustration commençait à se lire sur son visage. « Qu'attends-tu de moi, Solène? Que je prétende ne pas avoir les moyens d'offrir un foyer confortable à ma famille? Que je te regarde lutter financièrement alors que je pourrais facilement alléger ce fardeau? J'attends que tu respectes mon besoin d'indépendance. »
Sa voix s'éleva malgré ses efforts pour rester calme, faisant sursauter Apolline, qui commença à pleurer. Solène se leva immédiatement, berçant le bébé et murmurant des mots apaisants. Timothée les observa un moment, puis se leva à son tour. « Je vais prendre l'air », dit-il calmement, bien que la tension fût évidente dans sa posture. « Nous reprendrons cette conversation plus tard. » Après son départ, Solène s'assit sur le canapé, Apolline maintenant calmée et somnolent contre elle. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle aimait cet homme profondément, mais chaque jour elle se demandait si l'écart entre leurs mondes n'était pas trop grand pour être comblé. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait le linge propre d'Apolline dans la commode, son téléphone vibra avec une notification. Un message de Timothée, lui demandant de vérifier son email. Intriguée, elle ouvrit sa boîte de réception pour y trouver un message avec une pièce jointe. Le document était un contrat de bail, mais pas n'importe lequel. Il s'agissait d'un bail pour un petit local commercial dans le centre historique de Lyon, avec une option d'achat après 2 ans. L'adresse correspondait exactement à l'emplacement dont elle avait rêvé pour sa librairie. Le message de Timothée était simple, ni un cadeau ni un prêt, une opportunité, à égalité, détail quand je rentrerai. Je t'aime. Solène fixa l'écran, son cœur battant à tout rompre. Était-ce possible? Avait-il trouvé un moyen de respecter son besoin d'indépendance, tout en construisant quelque chose ensemble? C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit, révélant Timothée, son expression un mélange d'appréhension et d'espoir. Ils se regardèrent en silence pendant ce qui sembla une éternité. « Tu as vu ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle hocha la tête, incapable de parler. « C'est une vraie proposition d'affaires, » expliqua-t-il, s'avançant dans la pièce. « Pas de charité, pas de faveur, un partenariat, égalitaire. » Solène trouva enfin sa voix. « Comment ?» Un sourire hésitant se dessina sur son visage. « Ton expertise contre mon investissement initial. Profit partagé équitablement. Tu gères tout. Je ne suis qu'un partenaire silencieux. » L'espoir fleurit dans sa poitrine, mais la méfiance demeurait. « Et si ça ne fonctionne pas? Si la librairie échoue? Alors nous aurons échoué ensemble, comme des partenaires égaux. » Il s'approcha, prenant doucement ses mains dans les siennes. « C'est un risque que je suis prêt à prendre. Pas pour toi, mais avec toi. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois-ci c'étaient des larmes de soulagement, peut-être même de joie. Pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoyait un chemin qui pourrait concilier son amour pour cet homme et son besoin fondamental d'être son propre maître. « D'accord, » dit-elle simplement, serrant ses mains en retour. « Partenaire. » Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que leur partenariat serait bientôt mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. 2 mois s'écoulèrent dans une relative harmonie. La librairie progressait du concept à la réalité. Les murs étaient peints d'un bleu profond qui rappelait la mer en Bretagne. Les étagères en bois clair s'élevèrent du sol au plafond, et le petit espace lecture à l'arrière, avec ses fauteuils confortables et sa lumière douce, promettait d'être le cœur battant du lieu. Timothée partageait son temps entre Paris et Lyon, jonglant avec ses responsabilités professionnelles et familiales avec une détermination qui forçait l'admiration. Solène, de son côté, s'épanouissait dans son nouveau rôle d'entrepreneur, passant des heures à sélectionner les premiers livres qui rempliraient les étagères, à rencontrer des représentants de maisons d'édition, à concevoir le logo et les cartes de visite. Apolline grandissait à vue d'œil, ses traits devenant chaque jour plus définis, révélant un mélange parfait de ses 2 parents, les yeux gris de Timothée, la bouche expressive de Solène, une détermination silencieuse qui était entièrement la sienne. Tout semblait enfin s'aligner, jusqu'à ce matin de novembre où tout bascula à nouveau. Solène venait de déposer Apolline chez la nounou et s'apprêtait à retrouver l'architecte d'intérieur à la librairie lorsque son téléphone sonna. Le nom sur l'écran la figea sur place, Hortense Valcourt. Après un moment d'hésitation, elle décrocha. « Allô? Bonjour Solène. » La voix d'Hortense était étrangement tendue. « Je dois vous parler. C'est important. »« Je n'ai rien à vous dire, » répondit Solène, la colère ravivant le souvenir de leur dernière rencontre. « C'est à propos de Timothée. » Une pause lourde. « Il est en contact avec Catherine. » Solène sentit son sang se glacer. Catherine, l'ex-femme de Timothée, celle qui l'avait quitté des années auparavant, celle qui l'avait presque détruit. Que voulez-vous dire, en contact? Ils se voient régulièrement depuis plusieurs semaines. Déjeuner, dîner, parfois dans son appartement à elle.
La voix d'Hortense était clinique, comme si elle récitait des faits dans une salle d'audience. « J'ai pensé que vous devriez savoir. » Solène s'appuya contre le mur le plus proche, ses jambes soudain faibles. « Pourquoi me dites-vous cela, après tout ce que vous avez fait pour nous séparer? Parce que, contrairement à ce que vous pensez, je me soucie de mon frère. » Un soupir audible traversa la ligne. « Catherine l'a détruit une fois. Je ne la laisserai pas recommencer. » Avant que Solène puisse répondre, Hortense ajouta « Regardez dans son téléphone si vous ne me croyez pas. Messages, appels, tout est là. Ou demandez à Charles, il les a vus ensemble la semaine dernière près de l'opéra. » Puis elle raccrocha, laissant Solène avec un bourdonnement dans les oreilles et un goût amer dans la bouche. Pendant les heures qui suivirent, elle tenta de se concentrer sur les détails pratiques de la librairie, discutant emplacement de mobilier et système d'éclairage avec l'architecte, mais son esprit revenait sans cesse aux paroles d'Hortense. Timothée n'avait jamais caché son passé avec Catherine, un mariage passionné qui s'était terminé dans la douleur et l'amertume quand elle l'avait quitté pour un collègue. Mais il avait toujours parlé d'elle au passé, comme d'une cicatrice douloureuse, mais guérie. Le soir venu, Timothée rentrait de Paris. Elle l'accueillit avec un baiser distrait, son cœur battant la chamade tandis qu'elle observait son visage, cherchant des signes de culpabilité ou de secret. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, déposant sa veste sur une chaise et prenant Apolline des bras de Solène. « Bien, » répondit-elle automatiquement. « L'architecte pense que nous pourrons ouvrir dans 3 semaines si tout se passe comme prévu. C'est formidable !» Il sourit, faisant des grimaces à Apolline qui gazouillait joyeusement. « Nous devrions célébrer. J'ai apporté une bouteille de ce Sancerre que tu aimes tant. » Solène l'observa, ce homme qu'elle aimait jouant avec leur fille, et se demanda comment aborder le sujet qui la tourmentait. Finalement, elle opta pour la franchise. « Hortense m'a appelé aujourd'hui. » Timothée se figea un instant, puis reprit son jeu avec Apolline, bien que sa posture se fût sensiblement tendue. « Oh, et que voulait ma charmante sœur ? Elle m'a dit que tu voyais Catherine. Régulièrement. » Il leva les yeux vers elle, son expression indéchiffrable. « Je vois. » Ce n'était pas un démenti. Solène sentit son cœur se serrer douloureusement. « C'est vrai, alors. » Timothée soupira, passant une main dans ses cheveux. « Oui et non. Je l'ai vu, oui. Plusieurs fois ces dernières semaines, mais pas de la façon dont Hortense l'insinue. » « De quelle façon, alors ?» Sa voix était calme, trop calme. Il posa gentiment Apolline dans son berceau avant de se tourner vers Solène. « Catherine traverse une période difficile. Son père est en phase terminale d'un cancer. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'écouter, la soutenir. Nous avons été mariés pendant 7 ans, Solène. Malgré la façon dont ça s'est terminé, il reste une forme de connexion. »« Une connexion » répéta-t-elle, le mot sonnant creux dans la pièce soudain trop petite. « Et tu n'as pas jugé utile de me parler de cette connexion ?»« J'allais le faire, » se défendit-il. « Je cherchais le bon moment. Je savais que ce serait compliqué à expliquer. » Solène sentit la colère monter en elle comme une vague. « Compliqué. Tu me caches que tu vois régulièrement ton ex-femme et tu trouves ça compliqué ?»« Je ne te l'ai pas caché, » protesta-t-il, sa propre frustration commençant à transparaître. « Je ne t'en ai simplement pas encore parlé. Quelle est la différence ?»« La différence, dit-il en articulant soigneusement, comme s'il s'adressait à un enfant, c'est l'intention. Je n'avais pas l'intention de te le cacher indéfiniment. » Solène secoua la tête, incrédule. « Tu ne vois pas le problème. Tu ne comprends pas pourquoi je pourrais être blessé que tu passes du temps avec ton ex-femme sans même me le mentionner. »« Si, je comprends, » concéda-t-il, s'approchant d'elle. « Et je suis désolé de t'avoir blessé. Ce n'était pas mon intention. » Elle recula d'un pas, maintenant une distance entre eux. « Comment puis-je te faire confiance maintenant? Comment puis-je savoir ce que tu me dis et ce que tu me caches ?» Timothée la regarda, une douleur sincère dans ses yeux. « Je ne t'ai jamais menti, Solène. Jamais. L'omission est une forme de mensonge, » répliqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu m'as laissé croire que Catherine appartenait au passé, alors que visiblement elle fait encore partie de ta vie. Elle fait partie de mon passé, » insista-t-il. « Ces rencontres, c'est différent. C'est de la compassion, de l'humanité. Son père se meurt pour l'amour du ciel. Et c'est censé tout justifier ?» La voix de Solène tremblait maintenant. Que se passera-t-il après? Quand son père ne sera plus là et qu'elle aura encore plus besoin de soutien, continueras-tu à la voir dans son appartement, à lui tenir la main, à lui offrir une épaule pour pleurer? Timothée ferma les yeux un instant, cherchant visiblement à garder son calme.
Tu dramatises la situation. Catherine et moi sommes amis, rien de plus. Amis, répéta Solène, le mot amer sur sa langue. Tu ne m'as jamais dit que vous étiez amis. Tu m'as parlé d'elle comme d'une page tournée, d'une histoire terminée. Les choses ne sont pas toujours aussi simples. Non, en effet. Elle essuya une larme qui avait coulé sur sa joue. Rien n'est simple avec toi, Timothée. Ni ton argent, ni ta famille, ni ton passé qui semble toujours nous rattraper. Elle prit une profonde inspiration, trouvant une force qu'elle ne savait pas posséder. J'ai besoin de temps, pour réfléchir, pour décider si je peux continuer à construire une vie sur des fondations aussi fragiles. Qu'est-ce que tu veux dire? Son visage pâlit soudainement. Je veux dire que je vais chez ma sœur à Bordeaux pour quelques jours, avec Apolline. Elle le regarda droit dans les yeux. Et pendant ce temps, je veux que tu réfléchisses sérieusement à ce que tu veux vraiment, Timothée, à ce que signifie une famille pour toi, à ce que je représente dans ta vie. Il fit un pas vers elle, l'urgence évidente dans son geste. Solène, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons parler, résoudre ce problème ensemble. Parfois, les mots ne suffisent pas, dit-elle doucement. Parfois, il faut des actions. Cette nuit-là, elle prépara une petite valise pour elle et Apolline, le cœur lourd mais l'esprit clair. Timothée l'observait depuis le seuil de la chambre, son visage un masque de douleur contenue. « Je t'aime », dit-il simplement. « Ne doute jamais de cela. » Elle le regarda une dernière fois avant de fermer la valise. L'amour n'est pas toujours suffisant. Dans le taxi qui les conduisait à la gare, Apolline endormie contre sa poitrine, Solène regardait les lumières de Lyon défiler par la fenêtre et se demandait si cette séparation serait temporaire ou définitive. La réponse, elle le savait, ne dépendait pas seulement d'elle. Bordeaux accueillit Solène avec la douceur automnale de ses avenues, bordées de platanes aux feuilles dorées. Sa sœur aînée, Élise, vivait dans un petit appartement du quartier Saint-Pierre, où les ruelles pavées et les façades du XVIIIe siècle racontaient des histoires séculaires de commerce et de prospérité. « Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire », assura Élise après avoir écouté le récit complet de la situation. « Le canapé-lit n'est pas le Ritz, mais il fera l'affaire. » Élise, de 5 ans l'aînée de Solène, avait toujours été son roc, sa confidente. Travaillant comme restauratrice d'œuvres d'art, elle avait une patience infinie, et cette capacité rare de voir au-delà des apparences, de discerner les motifs cachés sous les couches de vernis. « Je ne sais plus quoi penser », admit Solène le 3e soir, alors qu'elle partageait une bouteille de vin après avoir couché Apolline. « Je l'aime tellement que ça me fait mal, mais je ne cesse de me demander si nous ne sommes pas en train de forcer quelque chose qui ne peut pas fonctionner. » Élise considéra ses paroles en faisant tourner doucement le vin dans son verre. « L'amour n'est pas censé être facile, petite sœur, mais il n'est pas censé être constamment douloureux non plus. » Solène hocha la tête, les yeux fixés sur la fenêtre où la pluie commençait à dessiner des motifs sur le verre. Le problème n'est pas tant ce qu'il a fait, mais ce que cela révèle. Cette différence fondamentale dans notre façon de voir le monde, de communiquer. Tu parles de la communication ou de la confiance? Élise était toujours directe, parfois brutalement honnête. Les deux, je suppose. Solène soupira. Je lui ai donné tout ce que j'avais à donner, mon corps, mon cœur, notre enfant. Et pourtant, j'ai toujours cette impression qu'une partie de lui reste inaccessible. Son téléphone vibra sur la table. Encore un message de Timothée, le 10e depuis son départ 3 jours plus tôt. Elle l'ignora, comme les précédents. « Tu ne peux pas l'éviter éternellement », remarqua doucement Élise. « Je sais. » Solène passa une main fatiguée sur son visage. « Mais pour l'instant, j'ai besoin de cette distance, pour voir clairement. » Une semaine passa, puis une autre. Timothée continuait d'appeler et de laisser des messages, jamais insistants, jamais accusateurs, juste des mots d'amour et de regret, des nouvelles de la librairie qui progressait malgré son absence, des questions sur Apolline. Solène écoutait ces messages tard dans la nuit, quand Élise dormait et que la ville s'apaisait enfin. Elle y entendait la douleur de Timothée, sa sincérité, et quelque chose commençait à s'adoucir en elle. Pas un pardon, pas encore, mais une ouverture vers la possibilité du pardon. Un matin, alors qu'elle promenait Apolline dans le jardin public, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Timothée, mais Antoine Leclerc. « Mademoiselle Larieux, bonjour », dit la voix familière. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, monsieur Leclerc », répondit-elle, surprise. « Comment allez-vous ?»« Bien, bien. » Il s'éclaircit la gorge. «
Je vous appelle parce que j'ai quelque chose à vous proposer. » Intriguée, Solène s'assit sur un banc, ajustant Apolline sur ses genoux. « Une amie à moi, Marianne Duplantis, possède une petite librairie à Avignon. Elle prend sa retraite et cherche quelqu'un pour reprendre l'affaire. Quelqu'un qui aime les livres autant qu'elle. J'ai immédiatement pensé à vous. » Solène sentit son cœur accélérer. « Avignon ? Oui, dans le centre historique. Un endroit charmant, avec des murs de pierre dorée et une clientèle fidèle. Rien de grandiose mais solide. Pourquoi moi ? » Elle ne put s'empêcher de demander. « Je n'ai jamais géré de librairie. » Un petit rire résonna à l'autre bout de la ligne. « Parce que quand vous parlez de livres, vos yeux s'illuminent d'une façon qui rappelle Marianne quand elle était jeune. Elle veut quelqu'un qui vendra des histoires, pas seulement des produits. Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dites rien pour l'instant, » suggéra-t-il. « Allez voir l'endroit. Parlez avec Marianne. Réfléchissez. C'est une décision importante. » Après avoir raccroché, Solène resta immobile sur son banc, l'esprit en ébullition. Avignon. Une ville qu'elle n'avait visitée qu'une fois, brièvement, mais dont elle gardait le souvenir de lumières dorées et de rues anciennes qui semblaient murmurer des secrets. Une librairie déjà établie, avec sa propre histoire, sa propre âme. Une opportunité qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Et surtout, un nouveau départ, loin de Lyon et des souvenirs compliqués qui s'y rattachaient, loin de Paris et de l'ombre intimidante d'Hortense, un lieu qui ne serait ni le sien, ni celui de Timothée, mais peut-être, un jour, le leur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son départ, elle appela Timothée. Il décrocha à la première sonnerie, comme s'il avait gardé son téléphone à portée de main jour et nuit, attendant cet appel. « Solène ?» Sa voix était rauque d'émotion contenue. « J'ai besoin de te parler, » dit-elle simplement. « En personne. Dis-moi où et quand, je serai là. » 2 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit café près du jardin public. Timothée arriva le premier, et quand Solène entra avec Apolline dans ses bras, son visage s'illumina d'une joie si pure, si vulnérable, qu'elle sentit ses résolutions vaciller. Il se leva, hésitant, ne sachant pas s'il devait l'embrasser ou lui serrer la main. Elle résolut son dilemme en lui tendant Apolline. « Ta fille a grandi, » dit-elle doucement. « Elle commence à tenir sa tête toute seule. » Timothée prit le bébé avec une révérence émue, scrutant son petit visage comme s'il cherchait à mémoriser chaque détail. « Elle est magnifique, » murmura-t-il, « comme sa mère. » Ils s'assirent, commandèrent des cafés, et pendant un moment, se contentèrent d'observer Apolline qui gazouillait joyeusement dans les bras de son père. Finalement, Timothée rompit le silence. « Je suis désolé, Solène, plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. » Elle hocha la tête, acceptant ses excuses sans pour autant offrir immédiatement de pardon. « J'ai beaucoup réfléchi pendant ces semaines. À nous, à ce que nous voulons, à ce dont nous avons besoin. Moi aussi, admit-il. J'ai réalisé combien j'avais été arrogant, à penser que je pouvais compartimenter ma vie, te garder dans une case, Catherine dans une autre, mon travail dans une troisième. Comme si les différentes parties de ma vie n'avaient fait pas d'impact les unes sur les autres. » Elle fut surprise par cette introspection. Et maintenant, il prit une profonde inspiration. Maintenant, je veux de l'intégrité, de la transparence. Une vie où je n'ai rien à cacher, rien à compartimenter. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que j'ai parlé à Catherine. Je lui ai expliqué que je ne pouvais plus être son soutien émotionnel, pas de la façon dont elle le souhaitait. Je lui ai parlé de toi, d'Apolline, de la vie que j'espère construire. Solène sentit un nœud se défaire légèrement dans sa poitrine. Comment l'a-t-elle pris? Mieux que je ne l'aurais cru. Il eut un sourire triste. Elle a dit qu'elle savait que ce jour viendrait, qu'elle avait juste essayé de le retarder. Apolline commença à s'agiter, et Solène lui tendit automatiquement le petit jouet en tissu qu'elle gardait dans son sac. Leurs doigts se frôlèrent, envoyant une décharge électrique familière le long de son bras. « J'ai quelque chose à te dire, moi aussi, » dit-elle, rassemblant son courage. « J'ai reçu une proposition pour reprendre une librairie à Avignon. » Les yeux de Timothée s'écarquillèrent de surprise. « Avignon? Mais... et Lyon? La librairie que nous étions en train de créer? C'est différent. À Lyon, nous partions de zéro, dans un environnement où ton ombre planait sur chaque décision, chaque choix. À Avignon, ce serait un lieu neutre, un nouveau départ pour tous les deux. » Il la regarda longuement, absorbant cette information. « Tu veux que je vienne avec toi ?»
La question était chargée d'espoir et d'incertitude. « Je veux que nous essayions, » répondit-elle honnêtement, différemment cette fois. Plus d'ego, plus de transparence, plus de confiance. Timothée hocha lentement la tête, un sourire prudent se dessinant sur son visage. « Avignon », répéta-t-il, comme s'il testait la sonorité du mot. « Les tours du palais des papes, le pont Saint-Bénézet, les rues pavées qui sentent la lavande en été. Tu connais la ville ? J'y suis allé pour le festival il y a des années. » Son regard se fit lointain, puis revint à elle avec une intensité renouvelée. Ce serait un bon endroit pour élever un enfant, pour construire une vie ensemble. Solène sentit l'espoir fleurir dans sa poitrine, mais elle se força à rester prudente. « Ce ne sera pas facile, tu as ton entreprise à Paris. Je serai occupée avec la librairie. Et nous avons encore beaucoup de choses à résoudre entre nous. »« Rien de ce qui vaut la peine n'est facile, » répondit-il, reprenant inconsciemment les mots qu'Élise lui avait dits. « Mais je suis prêt à faire ce travail, Solène. Pour toi, pour Apolline, pour nous. » Pour la première fois depuis des semaines, elle lui sourit vraiment. Pas un sourire complet, pas encore, mais l'ébauche de quelque chose qui pourrait, avec du temps et des soins, redevenir entier. « Alors allons voir cette librairie, » dit-elle simplement. « Ensemble. » Le déménagement à Avignon apporta des défis inattendus. La librairie de Marianne Duplantis, nichée dans une rue étroite près de la place de l'Horloge, était un joyau caché avec ses plafonds à poutres apparentes et son escalier en colimaçon menant à une mezzanine remplie de livres rares. Mais elle nécessitait aussi des rénovations significatives. Le système électrique datait des années 70, l'humidité avait endommagé certains murs et l'espace manquait cruellement de lumière naturelle. Timothée, habitué au rythme frénétique de Paris, dut apprendre à ralentir. Les artisans provençaux travaillaient à leur propre cadence, les permis municipaux prenaient des semaines à être approuvés, et les livraisons arrivaient rarement à l'heure prévue. « Comment peux-tu rester si calme ?» demanda-t-il à Solène un jour, après avoir appris que les nouvelles étagères seraient retardées d'1 mois supplémentaire. « L'ouverture est dans 6 semaines. » Elle sourit, berçant Apolline qui commençait tout juste à faire ses premiers pas hésitants. « J'ai appris que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Les bons livres prennent du temps à écrire, les bons vins prennent du temps à vieillir, les bonnes librairies prennent du temps à naître. » Cette patience nouvellement acquise était l'un des nombreux changements qu'elle observait chez elle-même. Le déménagement à Avignon avait marqué un tournant dans sa vie, plus seulement la jeune femme idéaliste qu'elle était à Paris, pas encore la femme accomplie qu'elle aspirait à devenir, mais quelque chose entre les deux, un être en transformation constante. Timothée aussi changeait. Il avait vendu une part significative de ses actions dans l'entreprise, confiant la gestion quotidienne à une équipe de direction en qui il avait confiance. Ce choix, qui aurait été impensable quelques mois plus tôt, lui permettait maintenant de passer 3 semaines sur 4 à Avignon, ne retournant à Paris que pour les réunions les plus cruciales. Ils avaient acheté une petite maison dans le quartier de la Balance, avec un jardin minuscule mais enchanteur où des rosiers grimpants côtoyaient un olivier centenaire. Les murs épais gardèrent la fraîcheur en été et la chaleur en hiver, et les fenêtres orientées à l'est inondaient le salon de lumière chaque matin. Leur relation, encore fragile après la crise qui les avait séparés, se reconstruisait jour après jour, conversation après conversation. Ils avaient établi de nouvelles règles, pas de secrets, pas de décisions unilatérales, pas de suppositions sur ce que l'autre pourrait penser ou ressentir. Chaque soir, après avoir couché Apolline, ils prenèrent le temps de parler vraiment, de partager leurs pensées, leurs craintes, leurs espoirs. Solène dut trouver sa place en tant qu'entrepreneur, affrontant les préjugés d'une ville qui regardait avec méfiance ce couple improbable, lui parisien fortuné aux manières polies mais distantes. Elle, jeune mère au franc-parler breton et aux idées novatrices pour la librairie. « Elles s'habitueront », assura Marianne, qui restait comme conseillère pendant les premiers mois de la transition. Avignon est une ville d'artistes et de rêveurs sous ses apparences traditionnelles. Ils aiment juste prendre leur temps pour accepter les nouveautés. La librairie démarra lentement. Il y avait des jours où seulement 3 ou 4 clients entraient. Solène se demandait s'ils avaient pris la bonne décision, s'ils jetaient tout par la fenêtre pour un rêve impossible. « Peut-être devrions-nous revoir nos attentes à la baisse », suggéra-t-elle un soir, épuisée après une journée particulièrement décevante. « Peut-être qu'une librairie traditionnelle n'est plus viable à notre époque. » Timothée, qui travaillait sur les comptes à la table de la cuisine, leva les yeux vers elle. « Ou peut-être devrions-nous penser différemment.
Qu'est-ce qui manque à Avignon? Qu'est-ce qui pourrait attirer les gens vers les livres d'une façon nouvelle? Le lendemain, ils commencèrent à transformer l'espace. La mezzanine devint un salon de thé littéraire avec des gâteaux fournis par la meilleure pâtisserie de la ville. Le dimanche matin fut consacré aux lectures pour enfants, avec Timothée se découvrant un talent insoupçonné pour donner vie aux histoires avec des voix différentes qui faisaient hurler de rire les petits. Un coin fut dédié aux écrivains locaux, leurs œuvres mises en valeur avec autant de soin que les best-sellers nationaux. Cette conversation marqua un tournant. Mais la véritable magie commença à opérer lorsque Solène lança un programme d'alphabétisation pour adultes. Des femmes qui n'avaient jamais eu la chance d'étudier venaient 2 fois par semaine et elle leur apprenait à lire en utilisant des poèmes et des contes qui parlaient de leur propre vie. Voir une dame de 70 ans lire son premier livre complet et pleurer d'émotion était plus gratifiant que n'importe quel succès financier. Progressivement, quelque chose de merveilleux commença à se produire. La librairie devint un point de rencontre pour la communauté. Les jeudis après-midi, Solène organisait des cafés littéraires où des femmes de tous âges partageaient des histoires tout en savourant des macarons et du chocolat chaud. Timothée découvrit un talent pour gérer la partie administrative, appliquant son expérience entrepreneuriale de manière créative sans jamais prendre le contrôle ou imposer ses vues. Apolline grandissait entourée de livres et d'amour, ses premiers pas faits entre des étagères, qui sentaient les pages neuves et les rêves réalisés. À 18 mois, elle connaissait déjà l'emplacement exact de ses livres préférés et guidait les clients vers eux avec une assurance comique, babillant des explications que seule elle comprenait. Leur bonheur, cependant, fut temporairement éclipsé lorsque Timothée reçut un appel de Paris. Hortense, sa sœur qui s'était tant opposée à leur relation, avait tout perdu dans de mauvais investissements et avait besoin d'aide. Le dilemme était évident. Après tout le mal qu'elle leur avait causé, lui devait-il quoi que ce soit? Ce fut au tour de Solène de montrer sa générosité, accueillant sa belle-sœur avec une dignité qui surprit tout le monde. « La famille ne concerne pas le sang », dit-elle à Timothée. « Elle concerne ceux que nous choisissons d'aimer et de soutenir dans les moments difficiles. » Hortense arriva à Avignon comme une femme brisée, l'arrogance et la froideur remplacées par une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Les premiers jours furent tendus, maladroits, remplis de silences lourds et de politesses forcées. Mais progressivement, quelque chose d'inattendu émergea. Apolline fut le pont entre elles. La petite fille, avec cette innocence qui ne connaît pas les rancunes adultes, adopta immédiatement sa tante, lui apportant des livres, réclamant des câlins, l'incluant naturellement dans son monde. Et Hortense, à la surprise de tous, se révéla être une tante attentionnée et patiente. Un soir, alors que Solène descendait pour prendre un verre d'eau, elle trouva Hortense seule dans le salon, contemplant la photo de famille posée sur la cheminée. « Vous avez construit quelque chose de beau ici », dit Hortense sans se retourner, « quelque chose d'authentique. » Solène s'assit en face d'elle, acceptant le compliment avec un hochement de tête. « J'ai eu tort », poursuivit Hortense, les mots semblant lui coûter un effort considérable. « À propos de vous, de vos intentions, je vous ai jugé selon mes propres critères, mes propres peurs. Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» Hortense eut un sourire triste. « Parce que perdre tout ce que j'avais m'a forcé à réévaluer ce qui compte vraiment. L'argent, le statut, le pouvoir, rien de cela ne vous réchauffe la nuit. Rien de cela ne vous donne un but. Et qu'est-ce qui compte vraiment, selon vous? Ceci. » Hortense désigna la maison endormie autour d'elle, une famille, un foyer, un endroit où vous appartenez vraiment. Ce moment marqua le début d'une réconciliation que personne n'aurait cru possible. Hortense resta 3 mois à Avignon, aidant à la librairie, apprenant à connaître sa nièce, et finalement trouvant un nouveau départ pour elle-même, un poste de consultante juridique pour une fondation culturelle locale, un travail qui utilisait ses compétences sans l'épuiser comme l'avait fait le monde impitoyable des affaires parisiennes. Le 2e anniversaire d'Apolline marqua un tournant émotionnel profond. Ils organisèrent une simple fête dans le jardin avec des ballons colorés accrochés à l'olivier et un gâteau en forme de livre ouvert préparé par la pâtisserie voisine. Les invités étaient un mélange éclectique, des clients devenus amis, des voisins, Antoine Leclerc qui avait fait le voyage depuis Lyon, Marianne Duplantis qui regardait avec fierté ce qu'était devenu sa librairie, et bien sûr, Hortense, maintenant installée dans un petit appartement près du Palais des Papes.
Timothée, qui avait toujours été si contrôlé, si mesuré dans ses émotions, pleura ouvertement pendant qu'Apolline soufflait ses bougies avec l'aide de Solène. Plus tard, quand ils furent seuls, les invités partis et leur fille endormie après tant d'excitation, il prit Solène dans ses bras sur la terrasse baignée par la lumière dorée du soleil couchant. « Tu m'as appris que la richesse ne se mesure pas en zéro sur le compte bancaire, » confessa-t-il, sa voix vibrante d'émotion. « Mais en moments comme celui-ci, toi, notre fille, cette vie que nous avons construite ensemble. » Solène posa sa tête contre son épaule, respirant l'odeur familière de son après-rasage mêlée au parfum du jardin. Romarin, lavande, terre chaude. « Nous l'avons construite ensemble, » corrigea-t-elle doucement. « Pas toi, pas moi, nous. » Cette nuit-là, sous les étoiles provençales qui semblaient plus brillantes, plus proches qu'ailleurs, Timothée lui demanda de l'épouser. Pas avec un diamant extravagant ou des mots grandiloquents, mais simplement, honnêtement, avec un anneau en or tressé qu'il avait fait fabriquer par un artisan local. « Pas parce que nous en avons besoin, » précisa-t-il, « mais parce que je veux te choisir, officiellement, devant tous ceux qui comptent pour nous. Te choisir comme tu m'as choisi, avec tous mes défauts, toutes mes cicatrices. »« Mais oui, » répondit-elle, le mot à peine audible mais résonnant entre eux comme une promesse déjà tenue, déjà vécue chaque jour depuis qu'ils avaient décidé de construire cette vie ensemble à Avignon. Le lendemain matin, elle trouva sur sa table de chevet un contrat de propriété pour la librairie, transféré entièrement à son nom. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, confuse, quand il émergea de la salle de bain. « Cela signifie que la librairie est à toi, complètement. » Il s'assit à côté d'elle sur le lit. « Pas à nous, pas à moi, à toi. Mais nous sommes partenaires, et nous le resterons toujours. » Il prit sa main, caressant doucement l'anneau qu'elle portait maintenant. « Mais certaines choses doivent t'appartenir entièrement, sans condition, sans partage. La librairie est ton rêve, Solène. Elle doit être à toi. » Elle comprit alors ce qu'il lui offrait. Non pas un cadeau matériel, mais la reconnaissance de son autonomie, de son identité propre en dehors de leur relation. C'était peut-être le plus grand acte d'amour qu'il pouvait lui montrer. À mesure que l'automne cédait la place à l'hiver, la librairie continua de prospérer, devenant un phare culturel dans la ville. Solène commença à écrire son premier livre, un recueil de chroniques sur l'amour, les nouveaux départs et le courage de choisir le bonheur même quand le monde dit que vous êtes trop jeune, trop vieux, trop pauvre ou trop différent. Leur vie n'était pas parfaite, ils se disputaient encore parfois, avaient des désaccords sur l'éducation d'Apolline, luttaient pour équilibrer travail et famille. Mais ces défis n'étaient plus des menaces pour leur relation. Ils étaient simplement des parties du paysage qu'ils naviguaient ensemble, avec une compréhension plus profonde de leurs forces et de leurs faiblesses mutuelles. Un soir de décembre, alors que la Provence s'enveloppait dans un froid sec et étoilé, Timothée rentra à la maison avec une expression étrange sur le visage. « Qu'y a-t-il » demanda Solène, immédiatement alarmée. Il sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit sans un mot. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un médecin parisien réputé. Les mots semblaient flotter sur la page « problème cardiaque, intervention nécessaire, changement de mode de vie ». Le monde de Solène sembla s'arrêter de tourner pendant un instant terrible. Puis, avec une clarté soudaine, elle comprit que ce moment précis de peur et d'incertitude, était le véritable test de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Nous affronterons cela », dit-elle fermement, prenant son visage entre ses mains. « Comme nous avons affronté tout le reste, ensemble. » 3 ans après cette nuit terrifiante où Timothée avait reçu son diagnostic, la petite chapelle romane en périphérie d'Avignon s'illuminait de centaines de bougies. Les vitraux colorés filtraient la lumière du soleil couchant, projetant des motifs kaléidoscopiques sur les murs de pierre ancienne. L'air était parfumé de fleurs sauvages des champs de Provence, lavande, romarin, tournesol, arrangés en bouquets simples mais élégants le long de l'allée centrale. La chirurgie cardiaque de Timothée avait été un succès, mais sa convalescence avait été longue et parfois décourageante. Solène avait pris soin de lui pendant des mois, avec un dévouement qui surprit même les médecins. Durant les longues nuits à l'hôpital, en tenant sa main et en écoutant le bip régulier des moniteurs, elle avait compris que la force n'était pas de n'avoir jamais peur, mais de continuer à aimer malgré la peur. Cette épreuve avait cristallisé quelque chose en eux, une certitude tranquille, une reconnaissance que la vie était à la fois précieuse et fragile, que chaque jour ensemble était un cadeau qui ne devait pas être tenu pour acquis.
La guérison de Timothée avait apporté une nouvelle perspective pour tous les deux. Il avait vendu le reste de ses actions et s'était consacré entièrement à la vie à Avignon. Ils avaient commencé à voyager à travers la France dès qu'il en avait été capable, visitant des librairies dans des villages oubliés de Provence, des cités médiévales de Bourgogne et des villages côtiers de Bretagne, collectionnant des histoires et élargissant leur réseau. Le livre de Solène avait été publié et avait rencontré un succès modeste mais significatif. Elle travaillait maintenant sur un roman inspiré de leur histoire, transformé et réinventé à travers le prisme de l'imaginaire et de la poésie. Et maintenant, enfin, ils se mariaient. Apolline, du haut de ses 4 ans, descendait l'allée, en éparpillant des pétales de rose, sa robe blanche volant autour d'elle comme les ailes d'un papillon. Derrière elle venait Solène, resplendissante dans une robe simple, en dentelle de Calais, ses cheveux ornés d'une couronne de fleurs des champs. Son père, venu spécialement de Saint-Malo, la conduisait avec une fierté évidente, ses mains rugueuses de boulanger tenant délicatement le bras de sa fille. À l'hôtel attendait Timothée, l'émotion rendant ses traits encore plus beaux, sous les quelques mèches argentées qui s'étaient multipliées depuis sa maladie. Ses yeux ne quittèrent jamais Solène pendant qu'elle avançait vers lui, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il détournait le regard ne serait-ce qu'un instant. Ce n'était pas une cérémonie grandiose, mais une célébration intime, avec uniquement ceux qui comptaient vraiment. Élise et son nouveau compagnon, Antoine et Marianne, dont l'amitié s'était transformée en romance tardive qui faisait sourire tous ceux qui les connaissaient, Hortense accompagnée de sa propre fille récemment retrouvée après des années d'estrangement, et une poignée d'amis qui étaient devenus comme une famille étendue au fil des ans. Les vœux qu'ils échangèrent n'étaient pas répétés, c'étaient des promesses sincères de continuer à se choisir l'un l'autre, tous les jours, dans toutes les petites décisions qui construisent une vie. « Je te choisis », dit Timothée, sa voix rauque d'émotion, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tes imperfections résonnent si parfaitement avec les miennes. Je te choisis parce que tu m'as appris que la vraie richesse se trouve dans les moments partagés, dans les rires d'Apolline, dans les pages d'un livre que nous lisons ensemble. Je te choisis parce que tu as eu le courage de me défier quand j'avais tort, et la grâce de me pardonner quand j'ai failli. Je promets de t'aimer non pas malgré tes complexités, mais pour elles, de te soutenir sans t'étouffer, de t'accompagner sur ton propre chemin, tout en marchant à tes côtés sur le nôtre. Solène essuya une larme qui coulait sur sa joue, puis prit une profonde inspiration. Je te choisis, Timothée, parce que tu m'as montré que l'amour n'est pas une destination, mais un voyage parfois difficile, parfois exaltant, mais toujours enrichissant. Je te choisis parce que tu as vu en moi non pas celle que j'étais, mais celle que je pouvais devenir. Parce que tu as cru en mes rêves, quand ils n'étaient encore que des murmures incertains. Je promets de t'aimer avec honnêteté et courage, de te rappeler ta propre lumière quand les ombres semblent trop profondes, de construire avec toi un foyer non pas fait de murs et de toits, mais de moments partagés et de souvenirs créés ensemble. Apolline, qui observait la scène avec une concentration intense, ajouta spontanément « Et je promets de ranger mes livres », provoquant une vague de rire tendre qui allégea l'émotion du moment. Après la cérémonie, ils célébrèrent dans le jardin de leur maison, sous des guirlandes de lumière qui scintillaient comme des étoiles terrestres. La musique, le vin et les conversations coulaient librement, tandis que le soleil disparaissait derrière les remparts de la vieille ville, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait encore son plein, Solène et Timothée s'éclipsèrent un moment, marchant main dans la main jusqu'à un petit promontoire qui offrait une vue panoramique sur Avignon illuminée. « Regarde », dit Timothée, désignant la ville en contrebas, comme elle brille. Solène suivit son regard, admirant la façon dont les lumières de la cité papale semblaient danser sur les eaux du Rhône. C'est magnifique. Ah, tu sais ce que je vois quand je regarde ces lumières. Il se tourna vers elle, ses yeux reflétant les étoiles au-dessus d'eux. Je vois des possibilités, des milliers de vies qui se déroulent simultanément, des milliers d'histoires qui s'écrivent en ce moment même. Elle sourit, comprenant ce qu'il voulait dire. Et parmi toutes ces possibilités, nos chemins se sont croisés. Exactement. Il porta sa main à ses lèvres, embrassant doucement ses doigts. De toutes les vies que j'aurais pu vivre, c'est celle-ci que je choisirais.
encore et encore. Solène se blottit contre lui, savourant la chaleur de son corps, la solidité de sa présence. Moi aussi, avec toutes ses complications, toutes ses imperfections. Au loin, la musique de leur fête de mariage flottait dans l'air nocturne, mêlée aux rires et aux conversations. Leur passé, avec ses douleurs et ses joies, avait forgé le présent qu'ils partageaient maintenant. Et l'avenir, bien qu'incertain comme il l'est toujours, semblait s'ouvrir devant eux comme une page blanche, prête à accueillir de nouvelles histoires, de nouvelles aventures. « Rentrons », murmura Timothée. « Notre histoire n'est pas encore terminée. » Main dans la main, ils retournèrent vers la lumière et la musique, vers leur famille et leurs amis, vers la vie qu'ils avaient choisie et continuèrent de choisir, jour après jour, dans les grands moments comme dans les petits. Leur histoire prouve que l'amour véritable ne connaît ni âge, ni classe sociale, ni attentes extérieures. Parfois, le plus grand courage n'est pas dans la conquête du monde, mais dans le fait de se permettre d'être vulnérable, d'accepter de l'aide quand c'est nécessaire et de construire quelque chose d'authentique à partir de connexions improbables. Aujourd'hui, quand Solène regarde en arrière, vers cette jeune femme nerveuse dans la robe bleue empruntée, elle reconnaît à peine qui elle était. Et quand Timothée l'observe lire à Apolline avant de dormir, avec la lumière dorée de la lampe illuminant ses cheveux maintenant plus longs, il sait que chaque choix, chaque difficulté, chaque moment de doute en valait la peine. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui les a sauvés, c'est l'amour authentique, construit jour après jour, choix après choix, dans un voyage qui a commencé par une rencontre fortuite et s'est transformé en la plus belle histoire qu'aucun des deux n'aurait jamais imaginé vivre. Dans l'éclat des possibles, murmura Solène tandis qu'ils franchissaient le seuil de leur jardin, nous avons trouvé notre lumière.